nos débats de l'après-midi. Alors, quel rôle pour les acteurs institutionnels dans la refonte du système de santé? Là aussi, on a eu beaucoup de débats ce matin pour celles et ceux qui n'ont pas pu être là. On a amorcé quelques thèmes, mais on va continuer à développer. Je vais appeler à mes côtés Marie Daudet, directrice générale de la DGOS, Direction générale de l'offre de soins. Madame Debord, Clara Debord, directrice de l'ARS Centre Val-de-Loire. Merci d'avoir fait tout ce chemin pour venir nous voir. Hubert Lehété, qui est représentant de la conférence nationale de l'URPS, Thierry Godot, président de la conférence nationale et président de CME, Monsieur Frédéric Bizard, économiste de la santé, qui restera avec nous sur les 2 prochaines tables rondes, et Jean-Jacques Avran, merci de nous rejoindre, conseiller national du CNOM, président de l'Observatoire. Ah, venez à mes côtés, voilà, ça sera mieux. Vous avez un siège, voilà, vous avez un siège, voilà, on va se déplacer. Tel quel, c'est parfait. Bien. Donc, ce qu'on a fait depuis ce matin, c'est que les modérateurs du Conseil national de l'ordre ouvrent un petit peu la table ronde. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, ouvrent la table ronde pour nous permettre de poser le débat et ensuite, la salle peut prendre des questions-réponses. Et évidemment, vous interviendrez. Mon jeu, c'est aussi de vous poser quelques questions pour vous challenger un petit peu. Donc, Monsieur Avran, vous avez la lourde tâche d'ouvrir les débats et de lancer un petit peu les différentes pistes de réflexion. C'est ouvert. Allez-y. Bon. Merci, je vous remercie. Bonjour. Je ne vais pas être trop long. Je vais vous parler de nos politiques, de nos institutions et de l'ensemble des membres des différents secteurs de la santé qui travaillent depuis longtemps, je vous rassure, je ne remonterai pas jusqu'au numerus clausus, qui travaillent depuis longtemps à la refonte, à l'amélioration et afin que notre système de soins soit en adéquation à ce que les attentes de chacun soient réunies. Cette réflexion menée depuis très longtemps a forcément amené des clivages, amené des difficultés peut-être dans le relationnel, bien que tout le monde, je crois, est très conscient du problème et que à tous les niveaux, il y a un très fort investissement sur ce sujet. Nous sommes dans une société et dans un pays assez surprenant par ces clivages, entre autres, puisque, évidemment, tout le monde est pour la territorialisation, le fait qu'on doit travailler en région, que tout doit se passer au niveau des régions pour remonter. Le Conseil de l'ordre en premier, via ses conseils départementaux qui sont présents partout et qui permettent de relayer un petit peu à la fois des retours de patients et des retours de confrères. Les différentes institutions qui ont été créées au niveau régional, l'ARS entre autres et autres choses. Et on s'aperçoit que malgré cela, on n'a pas raté encore, on n'a pas lâché notre côté jacobin, c'est-à-dire que tout est prêt pour travailler au niveau régional, tout est prêt, et puis malgré tout, on a toujours l'impression que tout vient un petit peu du haut et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour permettre à ce qu'on puisse mieux coller aux besoins et aux demandes des régions. Vraiment, je pense que vraiment tous les acteurs sont prêts. Peut-être que d'autres ne sont pas encore tout à fait sur la même longueur d'onde. De la même manière, et c'est ça le paradoxe de notre société, tout le monde défend la relation ville-hôpital, tout le monde défend la coordination des soins, et puis d'un autre côté, tout le monde défend la relation libérale, hospitalier, et puis d'un autre côté, on a des fois nos politiques qui ne semblent pas forcément être dans la même longueur d'onde que nous, et tout ça crée encore des obstacles qu'il va falloir surmonter, des obstacles que je suis sûr que tout le monde mettra à cœur d'essayer, en tout cas, de surmonter. Néanmoins, je suis ravi, moi, que nous puissions être ici aujourd'hui, parce que je crois que la base de tout, c'est depuis le temps qu'on essaye et qu'on travaille à cette réforme, c'est de pouvoir confronter nos idées, de pouvoir en discuter, de pouvoir dire aussi là où on s'est trompé et là où on peut faire mieux. Je crois que c'est essentiel pour ce pilier de notre pacte social qui est la santé, qui est vraiment une des préoccupations premières de notre société. Alors moi, je voulais juste peut-être, pour finir, et un petit peu par clin d'œil, légèrement changer le titre de la table ronde d'aujourd'hui qui dit « Quel rôle pour les acteurs institutionnels dans la refonte du système de santé ?» Et moi, je rajouterais en collaboration avec le médecin qui doit être le coordinateur des soins et le patient.
Merci. Merci beaucoup. Vous restez bien sûr avec nous parce que vous allez intervenir tout au long de ce débat, ou en tout cas écouter pour créer cette conclusion que nous attendrons évidemment. Peut-être commencer avec Marie Daudet. Vous êtes directrice générale des GOS, direction générale de l'offre de soins. Comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui pour vous avec les différents maillages sur le territoire, et comment est-ce que vous aimeriez, pourquoi pas, que ça puisse évoluer? Alors, bonjour à tous, merci pour cette invitation. La DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins, c'est le ministère de la Santé, c'est la direction qui, au ministère de la Santé et de la Prévention, suit tout ce qui est effectivement organisation des soins et travaille sur, en tout cas réfléchit et alimente les réflexions sur la refonte du système de santé, justement. Donc, nos partenaires sont vraiment multiples, pour répondre à votre question. Le maillage territorial, nos premiers partenaires territoriaux, ce sont les ARS. Donc, Clara Debord aura l'occasion d'y revenir, mais ce sont bien évidemment nos premiers partenaires. Nous travaillons aussi, bien sûr, avec le réseau de l'assurance maladie et avec l'assurance maladie. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi sur le lien avec les élus locaux et sur les collectivités et avec les collectivités territoriales. C'est vrai que naturellement, l'État, et en tout cas l'État central et l'administration centrale, n'est pas forcément amené à travailler avec les élus locaux, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on renforce, et je pourrais en parler tout à l'heure, c'est un de nos axes de travail. Et puis bien sûr, on travaille avec tous nos partenaires, c'est ça qui est important. Donc quels sont-ils? Tous les partenaires qui représentent les acteurs de ce système de santé. Donc les syndicats, les ordres, les fédérations, les associations de patients aussi, puisqu'on travaille aussi avec les associations de patients et d'usagers. Et donc on essaye au maximum de pouvoir enclencher ces réflexions en lien avec nos partenaires. Alors, mais sur le rôle, peut-être là, je vais aller vers Frédéric Bizard, le rôle de ces acteurs institutionnels dans la réforme, si on peut appeler ça une réforme, en tout cas dans le système de santé et dans la refonte du système de santé, est-ce qu'aujourd'hui vous jugez qu'il y a des écueils, ou au contraire tout va bien et on continue comme ça? D'abord, j'essaie de rien juger, j'essaie d'analyser. Je pense que si notre secteur de santé il est quand même dans une crise profonde. En général, quand il y a une crise profonde dans un système, qui est une responsabilité collective, c'est qu'il y a une crise des institutions. Surtout quand elle est durable et que quand on voit que ce poids, selon la loi de la gravité, ou qui descend toujours et on ne sait pas jusqu'où on va descendre, puisqu'on voit bien que ça ne cesse de s'aggraver, c'est bien qu'il y a un problème, comme dans tout système, toute entreprise, toute organisation, toute administration, il y a un problème à la tête. À la tête, c'est où? Or, ce n'est pas un problème de personne, sinon ça se serait, puisque depuis 20 ans, on a à peu près essayé, ni de politique sur le plan politicien, puisqu'on a à peu près essayé l'essentiel des politiques possibles. Donc il y a un problème institutionnel. Et je pense qu'on fait énormément de réformes ou de réformettes extrêmement coûteuses qui concernent principalement les professionnels de santé ou les patients, mais tout en oubliant l'essentiel qui est: est-ce qu'on a les bonnes institutions pour piloter? Je rappelle qu'on n'a pas de stratégie nationale de santé aujourd'hui, par exemple. Je rappelle qu'il y en a eu une par Mme Buzyn de mettre jusqu'à 2022, mais on n'a toujours pas de nouvelles. Donc on voit bien que l'État, et moi je pense que vous pouvez mettre n'importe quel pouvoir à la place de ce pouvoir, ça ne changera rien. C'est un problème institutionnel. Donc on a un problème de permettre à l'État de voir loin et d'avoir une vraie vision, une vraie stratégie, un vrai cap. D'accord ? Par exemple, il n'y a pas de priorité de santé publique dans ce pays. C'est ennuyeux. Dans tous les grands pays, vous avez quand même des priorités de santé publique. Et dans une assemblée comme la vôtre, vous savez très bien quelles devraient être ces priorités si on en avait 3 ou 5 à définir pour faire de la santé publique, pour réduire le nombre, améliorer l'espérance de vie sans incapacité, réduire le nombre d'ALD. Enfin, on connaît quelques trucs quand même, mais on ne fait pas de santé publique. Donc c'est bien qu'il y a un problème institutionnel. Et pourtant, on a tous les experts. Ce pays ne manque de rien en termes de ressources humaines, mais il y a un problème d'organisation, de structuration. Donc je pense qu'il manque un pôle national de santé publique de référence, qu'il soit vraiment un pôle comme il en existe dans d'autres pays très importants. On va me dire, il y a l'Agence nationale de santé. Mais enfin, bon, on voit bien que tout ça n'est pas suffisant. Bon. En région,
pas changer de discours. Moi, j'ai créé un institut de recherche pour la refonte du système de santé. Donc, ce que je dis, je suis un peu porte-parole du travail d'intelligence collective. Hein. Tout ce que je dis n'est pas sorti que de mon cerveau. La déconcentration de l'État sous un système d'agence ne fonctionne pas. On l'a vu pendant... Non, mais ce n'est pas les personnes en cause, ce n'est pas la question. Ah non, on ne parle pas des personnes, on parle des organismes. Non, parce que je vois que vous regardez... oui, c'est normal. On a besoin d'État dans les régions, mais comment on le fait? Bon, Madame Daudet dit on a du mal avec les collectivités territoriales, mais bien sûr qu'on a du mal avec les collectivités territoriales quand on a quelque chose en suspension entre des préfectures, des collectivités territoriales et autres. C'est très compliqué. Moi, je comprends que ça soit compliqué. Comme on a beaucoup de mal avec la relation avec les professionnels de santé, comme on a beaucoup... Bon, donc il y a un truc qu'on appelle les préfectures, qui, depuis 200 ans, c'est le rôle de mailler les territoires et d'être en contact avec tous les acteurs publics et privés. Donc je pense que si on veut régler cette question-là, il y a probablement une intégration des services de l'État dans les préfectures. Troisième point, et je m'arrête là pour l'introduction, c'est quelle société veut-on demain et quel système de santé veut-on demain? Si on veut un modèle universel, solidaire, basé sur l'égalité des chances, la liberté individuelle et tout ça, il faut régénérer, pas refonder. Parce que refonder, c'est qu'on change les fondations. On va vers un modèle britannique, par exemple, comme certains veulent. C'est-à-dire qu'on dit on n'a qu'un service public avec un secteur public, et puis on sort la santé du système universel. Ce que la décision du 27 mars 0,4% tend à inciter. Peut-être que ce n'est pas la volonté, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut faire pour sortir le privé. Ou de ne pas arriver à revaloriser de quelques euros les actes des médecins libéraux. C'est comme ça qu'on les sort. Des conventionnements, vous sortez le truc. En tout cas, si on voulait le faire, on ne s'y prendrait pas autrement. Donc, mon point, c'est quel rôle pour l'assurance maladie, pour la sécurité sociale, qui est un financeur solidaire, mais une institution démocratique. On a complètement trucidé la sécurité sociale dans sa partie régionale, qu'on a étatisée, mais donc on a une tête qui est sous la tutelle de l'État et des gens dont on ne sait pas très bien exactement qui pilotent quoi et ce qu'elles font. Alors que dans le modèle originel, mais on n'est pas obligé de vouloir le régénérer, cette institution a un rôle absolument crucial. Et si on veut aller plus loin dans la ville-hôpital, coordonner les acteurs, c'est à cette institution, si on la garde, qu'il faut donner le rôle de pilotage entre les territoires et l'État. Merci pour cette introduction, parce que vous avez évidemment mis quelques angles là qui vont pouvoir émailler notre débat. Peut-être Madame Debord, éventuellement, si vous vouliez témoigner par rapport à ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a quand même eu des choses importantes qui concernent les directions, et notamment, alors ça peut concerner l'ARS, comme ça peut concerner aussi les ministères. Oui, bien sûr, merci. Alors, évidemment, je suis en conflit d'intérêts absolu, mais je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Alors, d'une part, je voudrais quand même signaler une grande ambivalence de nous tous et toutes. Nous, quelles que soient les fonctions que nous avons eues, nous avons pu avoir tendance à solliciter l'étage du dessus quand l'étage d'en face nous dit non. Le nombre de sujets absolument micros qui remontent à Paris, ils ne remontent pas tout seuls, hein. Il ne remonte pas tout seul. La territorialisation de la santé, c'est chacun d'entre nous qui est aussi la nourrisson à travers la reconnaissance des acteurs de la santé, des acteurs de la régulation, à la fois au niveau régional, mais aussi au niveau départemental. Le nombre d'élus, par exemple, je ne parle pas des élus de l'ordre, des élus qui me demandent un rendez-vous sur un sujet parce que c'est important, et que donc ils ne veulent pas en parler avec mon délégué départemental, je leur dis, mais ça débat. Alors quoi, vous voulez de la proximité, mais surtout ne pas parler avec l'acteur de proximité quand c'est pour votre hôpital, ou votre maison de santé, ou votre ceci, ou votre cela. Donc voilà, ça fait 200 ans que les préfectures existent, et encore pendant 200 ans, on aura ces discussions sur le centre et la périphérie, dans un pays qui est très marqué par le jacobinisme, et aussi très marqué, et c'est une chance, je crois, par l'ambition, le rêve de l'égalité d'accès à la santé. En tout cas, c'est une ambition, voilà, c'est un idéal, et qui a conduit à essayer d'éloigner un tout petit peu les sujets de santé des pressions
local. Hein, et évidemment, j'y suis moi-même très favorable. Hein, dès l'instant que vous laissez totalement l'échelon micro-local s'occuper de tout, il ne faudra pas pleurer à la politisation des sujets de santé et à l'impossibilité de développer des grands investissements qui nécessitent qu'on soit beaucoup plus nombreux autour de la table, de pousser des innovations, de prendre des risques en termes de transformation de l'offre. Voilà, vous aurez des petites choses qui seront, voilà, qui vivront leur petite vie, et je pense pas d'ailleurs que les médecins y trouveront leur compte. Et moi, j'ai le sentiment, mais je suis en conflit d'intérêts, que les médecins, ils ont l'impression un peu plus que moi je les comprends plutôt que d'autres qui ne sont pas du secteur. Voilà. Moi, quand un médecin il me parle de son bloc opératoire, je ne suis pas chirurgien, mais je comprends un petit peu plus ou un peu moins mal que d'autres. Voilà. Donc, beaucoup d'ambivalence là-dedans. Évidemment, les agences régionales de santé, c'est encore très jeune. Et puis je ne dis pas qu'elles font tout bien d'ailleurs non plus. Hein. Je crois que ce genre d'échange nous permet aussi de nous poser des questions, de nous enrichir, etc. Mais c'est aussi la légitimité aux yeux des acteurs politiques, des acteurs de l'offre, des médecins, des paramédicaux, de ce centre quel qu'il soit, que ce soit le centre du bassin de vie, le centre du département, le centre de la région, le centre de la France. Dès l'instant qu'on ne le reconnaît pas comme légitime, vous pouvez faire quelle organisation que vous voulez, ça aura du mal de toute façon à avancer. Vous avez, vous, cette sensation de ne pas être légitime ? Moi, je suis très à l'aise dans mes baskets. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je dis simplement... Vous en tant qu'ARS, oui, les deux, mon capitaine. Non, j'ai l'impression de faire avancer la machine. J'ai l'impression de rendre service aux gens. J'ai l'impression de soutenir les acteurs de l'offre. Et j'ai l'impression de ne pas être la seule. J'ai l'impression d'être très aidée par le ministère de la Santé. Je suis très aidée aussi par mon président de CROM. Alors, il est où, mon président ? Il est là, mon président de CROM. J'ai l'impression d'être très aidée par mes URPS. Alors, parfois, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Par ma fédération des inter-CPTS. Alors, quand je raconte mon métier, par contre, à des gens qui ne connaissent pas, ils se disent « mais tu es tout le temps en train de concerter avec tout le monde, en fait. Quand est-ce que tu bosses ?» En fait, c'est ça, nous, le boulot. C'est du soft power. C'est beaucoup de soft power. Nous n'avons pas la possibilité, et je trouve que c'est heureux, d'appuyer sur un bouton pour foutre un médecin à tel endroit, ou d'appuyer sur un autre bouton pour faire que tel médecin fasse tel truc. Mais c'est très bien, non? C'est pas ça que vous vouliez? Il y a plusieurs questions. Là, je vois que ça hésite un petit peu, mais allez, Thierry Godot, vous prenez la parole, oui, parce que vous avez entendu un petit peu ce qu'on vient de dire, oui, et j'aimerais votre réaction. Bonjour à tous. Déjà, désolé, j'ai un petit problème de voix, donc je vais essayer de parler ça ne s'entend pas. Assez... doucement. Pour revenir à ce qui a été dit, déjà le premier constat, oui, on n'a pas véritablement de politique de santé publique. Ça, c'est un vrai sujet, je pense. Après, quand on parle de territoire, il y a plusieurs, à mon avis, niveaux de territoire. Alors, il y a le niveau de l'ARS. On n'a déjà pas encore très bien défini qu'est-ce qui relevait du niveau de l'ARS, qu'est-ce qui relevait du ministère, et qu'est-ce qui relevait de la délégation départementale. Et je pense que ça, c'est un enjeu. Et alors en plus, les ARS, moi je suis dans la Nouvelle-Aquitaine, et honnêtement, Bordeaux pour moi, c'est comme si c'était Paris. Ce que je veux dire, c'est obligatoirement, c'est 180 km, certes, mais que Bordeaux gère Guéret, Pau, La Rochelle, Bayonne, etc., ils sont quand même très éloignés du terrain, et ça c'est une difficulté. Et moi quand je parle de territoire, alors l'État est légitime à prioriser des sujets, l'ARS aussi, mais je pense, et au niveau des PCME et la FHF aussi, on défend ce qu'on appelle le projet territorial de santé. Et à une échelle qui n'est peut-être pas le bassin de vie comme l'a recommandé le Conseil de l'Ordre il y a quelque temps, probablement une échelle un petit peu plus large qui comprend au moins un hôpital de recours pour que la plupart des activités soient prises en charge, ou à partir d'un véritable diagnostic territorial. Parce que quand on fait des projets de santé et des projets d'établissement, finalement, on ne sait pas de quoi on parle, souvent. On le fait au doigt mouillé. Oui, on le fait au niveau de notre activité interne,
Mais on ne sait pas obligatoirement, en fonction de la démographie des médecins, en fonction de la consommation de soins, en fonction du sur-recours. Ça, on ne l'a pas obligatoirement. Et ça, il faudrait, en tout cas, beaucoup d'établissements ne le font pas, ça c'est sûr, il faudrait qu'on en dispose plus facilement, d'avoir un véritable diagnostic et avoir aussi des priorités spécifiques du territoire que l'ensemble des acteurs prennent en charge collectivement en définissant là aussi un peu qui fait quoi. Et c'est là où il y a les acteurs hospitaliers, libéraux, il y a les élus, il y a les patients. C'est important les élus. Alors souvent les élus, on s'en méfie, à tort ou à raison, parce que ça a été dit ce matin là, par Guillaume Bailly, ils font souvent entre guillemets, mais c'est normal un peu de l'électoralisme. Mais à la fois, comme on s'en méfie, on ne les met pas dans la boucle suffisamment tôt. Et comme ils ne sont pas dans la boucle suffisamment tôt, ça ne se passe pas toujours très bien. Et je pense que les élus, ce n'est pas obligatoirement dans nos établissements de santé qu'il faut les renforcer, c'est dans les territoires, au minimum les GHT. Et encore les GHT, nous on est quand même critiques parce qu'il y a quand même des GHT qui sont d'une taille très importante. Au niveau du territoire, là il faut tout le monde autour de la table pour appréhender le problème du territoire dans un mode souvent ce qu'on appelle la responsabilité populationnelle et définir qui fait quoi. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on incite les gens à travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes du système qui est complètement en silo, c'est que le financement est aussi en silo. Et rien ne nous incite au quotidien véritablement à travailler ensemble, à part nos bonnes volontés. Ceci dit, par rapport à ce qui a été dit ce matin, il y a plein d'exemples où ça se passe bien. Moi, je suis dans un territoire où on a mis en place des groupes de travail entre les 4 CPTS qui sont autour de mon établissement et l'hôpital, et on décline tout un plan d'action sur différents domaines qui font avancer les choses. Je vais citer un exemple un peu qui est anecdotique peut-être, mais emblématique. On a choisi ensemble, ville et hôpital, le même outil de téléexpertise, pour que les gens justement n'aient pas 50 outils à utiliser. On a notamment, ce qui a permis de prendre confiance aussi, on a travaillé au départ sur les entrées et les sorties. On parle souvent des problèmes de sortie à l'hôpital. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas. Mais quand on fait le bilan, globalement, ce n'est pas les mêmes. Mais on se rend compte qu'il nous manque autant d'informations à l'entrée de l'hôpital qu'il vous en manque quand ça sort. Et donc on a mis en place, là aussi, des organisations pour essayer de voir les documents nécessaires, avoir des ordonnances aussi mieux adaptées à la pratique de ville, parce que souvent à l'hôpital, on ne sait pas très bien sur des pansements, sur des plaies, etc. Donc je pense qu'il y a des choses, et je pense... Alors moi, je n'ai pas de maison de santé autour de moi. Mais les CPTS, en tout cas pour mon expérience, c'est un bon levier des relations ville-hôpital. Et il faut qu'on travaille de plus en plus là-dessus. Je vois que Hubert Le Hayter veut réagir à ça, et notamment parce que cette notion de mettre tout le monde autour de la table revient souvent. Donc peut-être sur ce terme, et puis sur ce qui vient d'être dit, évidemment. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation par le président du CNOM et les salutations chaleureuses d'Antoine Leveneur qui n'a pas pu être présent. Je vais rejoindre ce qu'a dit M. Coupry ce matin sur la gestion du bien commun. La gestion du bien commun, c'est l'action de rencontre des communautés. L'action des communautés médicales d'établissement et des communautés professionnelles, territoriales de santé ou des communautés, disons, libérales de proximité ou territoriales. Et ça, c'est un vrai projet qui est important et qui est porté par la Commission nationale des unions. Je rejoins Mme Clara Debord quand elle dit que si on ne met pas de projet en avant, le politique, lui, va prendre des décisions. C'est normal, c'est son rôle. Donc, la Commission nationale, elle est porteuse de projets nombreux. D'ailleurs, une vingtaine de projets sont proposés dans un livre blanc à la fin de l'année. Mais au-delà de ça, cette Commission nationale, et puis c'est le rôle finalement, c'est la question qui nous est posée aujourd'hui, de cette refonte. La refonte, c'est étymologiquement fonder à nouveau. Fonder à nouveau, c'est partir d'une page blanche. Et la page blanche, c'est aussi une méthode, et une nouvelle méthode, au-delà d'un projet ou d'une thématique. Cette nouvelle méthode, on l'a entendu parler ce matin, c'est la méthode d'intelligence collective. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective? C'est l'association des savoirs et de l'intelligence de situation, c'est-à-dire la connaissance des besoins et des enjeux locaux. Et ça répond d'ailleurs à une de vos demandes, Monsieur le Président, quand vous nous avez envoyé la lettre. Nous devons aujourd'hui proposer des solutions émergentes. Qu'est-ce que c'est qu'une solution émergente? C'est quelque chose qui vient du terrain, qui naît par des moyens d'intelligence collective et qui est lié à cette intelligence de situation, qui est probablement aussi une thématique prioritaire, qui est le lien ville-hôpital. Le lien ville-hôpital, on en parle depuis 20 ans.
Bon, il est temps maintenant de l'ancrer, je pense, dans un axe extrêmement fort et porté politiquement au plus haut niveau. Vous pourrez regarder d'ailleurs une vidéo sur LinkedIn qu'a publiée même la directrice il n'y a pas très longtemps sur votre réorganisation. Hein, je me permets d'en parler parce que j'ai trouvé que c'était très moderne. Et dans cette réorganisation, mettant en avant cette thématique du lien vers l'hôpital. Bon. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'on est très positif. Je vais rejoindre Marguerite Cazeneuve, il y a un alignement de planètes. Il y a un alignement de planètes entre des dimensions qui vont pouvoir travailler ensemble. Hein, la Commission nationale a répondu positivement à une demande notamment d'Arnaud Robinet pour la Fédération hospitalière de France et de travailler avec la FHF pour développer le lien ville-hôpital, parce qu'il nous semble indispensable d'agir dans ce sens. Nous sommes responsables du devenir de l'hôpital public. Et je vais vous dire, sans les libéraux, l'hôpital tombera. Les libéraux, ils ont la capacité d'améliorer la performance de l'hôpital. Hein. Et ça, c'est fondamental. Donc, par des projets, par des procédures. Des procédures, comme vous l'avez très bien expliqué. Des procédures, qu'est-ce que c'est? On définit un certain nombre de choses entre communautés. Et bien sûr, on fait une adéquation des pratiques. Donc l'analyse de pratique, elle est fondamentale. On doit y revenir, l'analyse de pratique aux procédures. On doit aussi innover de manière intégrale, et c'est le sens de la Commission nationale. Nous, on souhaite mettre en place ces innovations, qui sont des relations entre les établissements de santé et leur écosystème autour. Voilà, que ce soit en médecine, en chirurgie, pour les soins non programmés, pour l'accès aux soins, pour les cellules de coordination. Tout ceci, nous avons ça dans notre boîte à outils, et nous sommes là, évidemment, pour le proposer à tous et à toutes, dans l'ensemble des dimensions du système de santé qui est extrêmement complexe. Bien sûr, je rappelle évidemment que vous pouvez prendre la parole comme vous voulez. Et bien, je voudrais rebondir sur deux termes que vous avez employés, et M. Bizard, je voudrais vous écouter là-dessus. Sans les libéraux, l'hôpital tombera. D'accord, pas d'accord? Mais je crois et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais je pense que c'est une erreur de partir des statuts. Vous savez, il y a une théorie économique qui est assez claire, qui est de dire que pour qu'un service public fonctionne, ce n'est pas les statuts qui importent, c'est la régulation des acteurs. Si vous n'avez pas une régulation du secteur privé qui permet de répondre aux exigences du service public, il y aura un dysfonctionnement. Mais globalement, même si cette régulation, elle est à améliorer, ça va. Si vous n'avez pas un secteur public qui est correctement régulé et correctement performant, parce que je rappelle que ce secteur public veut pas forcément, ne signifie pas non-performance économique et panier percé sur lequel on peut accumuler des dettes, parce que sinon on finit comme on finit là, parce qu'on ne peut pas investir. Bon. Donc tout est une question de régulation. Et je pense que, donc, en tant qu'économiste, moi je suis incapable de vous dire est-ce qu'il y a un problème de trop de public, pas assez de public, trop de public. Donc on ne peut pas répondre à ça. Ce qu'on peut penser par contre, c'est que cet équilibre que l'on a aujourd'hui entre public et privé a fait le succès du système pendant au XXe siècle. C'est vrai en particulier avec ce système d'excellence du CHU qui a ruisselé partout dans les territoires avec l'aide de trucs. Ça, c'est à peu près acquis par tout le monde. Et ça ne pourra plus le être problème, le cas. c'est de le réinventer. Oui. C'est de le réinventer dans le XXIe siècle où il faut réussir un virage préventif et un virage ambulatoire, où vous avez du côté de l'ambulatoire principalement des privés, et du côté du public, une majorité, du côté de l'hôpital, une majorité de secteur public. Or, ce qu'il faut, c'est sortir du service public hospitalier pour avoir un service public territorial de santé qui englobe l'ensemble des services de santé. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Je voudrais juste quand même revenir sur ce qui a été dit, parce qu'on peut être en désaccord sur tout, mais je voudrais quand même qu'on soit d'accord sur la crise du système. On peut être en désaccord sur les causes, mais je voudrais quand même, parce que le problème, c'est que je vois bien qu'on le fait. La deuxième chose, et quand on dépense presque 12 points de PIB, énormément d'argent, la 3e part de PIB la plus importante, la 6e part de dépenses par habitant la plus importante, on peut s'attendre à avoir des résultats meilleurs que l'on a. Donc l'usage de l'argent public est quand même très loin de l'optimum. L'autre point, c'est, et je fais un petit parallèle avec ce matin ce qu'on entend sur le statut de la fonction publique. Parce que ARS ou pas ARS, à la limite, on verra plus tard. La question, c'est de savoir ce que l'on veut faire, le rôle qu'on veut donner aux institutions. Je parle de le statut de la fonction publique parce qu'on met sur la table « Ah ben tiens, si on pouvait licencier les fonctionnaires ». Bon, chiffon rouge, pourquoi pas, mais pourquoi faire ?
Parce que est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'on veut transformer le statut de la fonction publique comme le statut salarié? Est-ce qu'on veut flexibiliser? Vous voyez, donc il faut déjà essayer de s'entendre sur un projet. Après, on voit les outils qu'on y met, on voit si on y garde les ARS ou pas. Moi, je pense, contrairement à vous, que le mandarinat technocratique dans lequel on est tombé, on venait d'un mandarinat médical, on est passé à un mandarinat technocratique, c'est-à-dire que la technostructure a tous les pouvoirs sans contre-pouvoir. C'est la réalité. Vous pouvez avoir des amis partout, tout le monde s'entend bien, bien sûr, mais c'est ça qui dysfonctionne de mon point de vue, parce qu'un succès dans un territoire ne fait pas le succès d'un système. Et même si ça marche bien à quelques endroits, même si on peut prendre l'innovation, il y a de l'innovation à quelques endroits, ces succès-là ne font pas système. Donc il y a un problème systémique. C'est ce que j'essaye d'expliquer depuis un certain temps. Mais vous voyez que c'est pas simple à voir. Donc, quel rôle donne-t-on à l'État? Est-ce qu'on donne le rôle à l'État d'aller se mêler de l'organisation des soins dans les territoires? Moi, je pense que non. Et on va demander à l'État. Mais aujourd'hui, l'État, Mme Debord, dit, mais attendez, moi, si j'appuie sur un bouton pour dire, toi, tu vas là, tu vas là. Non, c'était l'inverse. Ah bon, c'est l'inverse que j'ai envoyé. Bon, ben, en tout cas... C'est intéressant de vous entendre aussi sur ce point pour avoir un débat. Oui, j'ai compris. Elle aimerait, mais elle ne peut pas. D'accord. Mais bientôt... Vous... Non, elle n'a pas dit ça. Ah, je sais pas, c'est mon voisin qui dit ça. Mais en tout cas... Ah non, commencez pas. Mais vous savez bien que je suis assez d'accord avec mon voisin de droite, mais peut-être pas vous personnellement, quand je parle jamais personnellement. Mais il y a une volonté de l'État d'être capable de faire ça. Enfin, il y a quand même pas mal de choses sur la table qui sont pour aller plus loin dans la régulation, y compris de l'installation des médecins. Juste un dernier point pour répondre à cette question-là. En fait, c'est ni aux fonctionnaires, ni aux économistes, ni aux médecins de refondre le système de santé. Ils doivent y participer, ni aux directeurs d'hôpitaux. Enfin, c'est quand même à la classe politique de s'en mêler. Et la grande absente de ce débat-là, c'est bien la classe politique, toute confondue, où il n'y a strictement aucun intérêt de porter à la question systémique. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun intérêt de porter aux questions de santé, évidemment, mais à la question systémique. Par méconnaissance, par leurre, par aveuglement, mais elle n'est absolument pas à l'ordre du jour. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Et tant qu'on ne mettra pas ce sujet-là à l'ordre du jour, on parlera dans le vent. Alors, on va essayer de ne pas parler dans le vent. Non, comment on fait pour la mettre à l'ordre du jour? Moi, je n'y suis pas arrivé, en tout cas. Moi, j'aimerais bien vous entendre quand même en retour. Merci. Bon, je pense déjà qu'on peut tous se rejoindre sur le constat, en effet, pour essayer d'éviter quand même les polémiques. Le constat, c'est effectivement le système de santé ne va pas bien et il y a une crise. Donc ça, là-dessus, je pense qu'on se rejoint tous. On ne peut pas faire non plus comme si c'était rien passé en 2020 pour le système de santé. Il y a eu un choc majeur sur notre système, que ce soit d'ailleurs sur l'intégralité du système, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Et on ne peut pas faire comme si la crise Covid n'avait pas créé un onde de choc majeur sur nos territoires et sur notre système. Après cette crise Covid, on a embrayé avec une crise des ressources humaines qu'on ne peut pas non plus ignorer aujourd'hui. On a un vrai sujet d'attractivité de nos métiers, de démographie médicale sur les territoires, mais aussi d'attractivité des métiers médicaux et des métiers de soignants. On a la même crise des vocations, la même crise de sens à l'hôpital, on a des problèmes de recrutement et ça non plus, on ne peut pas l'ignorer. C'est aujourd'hui d'ailleurs une des raisons majeures qui fait que le système est en crise. C'est le système de la ressource et de l'adéquation de l'offre à la demande. Donc une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est parce qu'on remplace les ARS par les préfets et l'État par l'assurance maladie qu'on résout la crise? Personnellement, je ne le pense pas. Et s'il y avait des solutions magiques, je pense qu'il y a suffisamment de cerveaux dans cette salle, autour de cette table, en général en France, pour l'avoir trouvée. Donc la solution magique, elle n'existe pas. La question qui est posée, c'est quel est le niveau de régulation nécessaire dans le système? Quel doit être le rôle de l'État par rapport au territoire? Et là, on en revient quand même à des choses un peu, on va dire un peu basiques, bien évidemment, qu'il faut partir des besoins des territoires et de l'accès. Et aujourd'hui, on a un sujet majeur d'accès territorial aux soins. Mais bien évidemment aussi qu'il faut au-dessus une autorité appelons-la comme on peut, comme on veut, régulatrice ou en tout cas pour garantir une certaine équité. Qu'est-ce qui fait que demain, dans une situation de démographie médicale compliquée, d'accès aux soins compliqués, qu'est-ce qui fait que tous les moyens ou toutes les ressources ne vont pas aller dans une ou une autre région plus attractive qu'une autre? Qu'est-ce qui va empêcher cela s'il n'y a pas derrière quand même
encore une fois, une autorité de régulation. Après, on mélange un peu tout, je pense aussi, quand vous parlez des 0,4%, je ne vais pas aujourd'hui venir traiter et discuter de la campagne tarifaire en ce moment, mais bien évidemment que le système de santé est un tout, que les cliniques privées et les hôpitaux publics sont complémentaires et qu'aujourd'hui, sur les territoires, ils doivent l'être. Et quand on parle de coordination ville-hôpital ou quand on parle de coordination publique-privée, on est au cœur des enjeux qui doivent être les nôtres. Sinon, on n'y arrivera pas. Et donc, par exemple, quand on parle de la permanence des soins sur les territoires, la permanence des soins notamment en établissement de santé, il faut une complémentarité publique-privée. Aujourd'hui, le public, il ne peut pas faire face nuit et jour et week-end, d'abord parce que la société a changé, parce qu'on a ce sujet d'attractivité de ressources humaines, ne peut pas faire face à l'offre, à la demande sur les territoires. Donc on a besoin de cette complémentarité. Et donc l'État n'est pas du tout dans un jeu, dans une volonté politique de dire je privilégie entièrement le public et je casse le privé. Je crois que c'est pas ça le sujet. Et encore une fois, on est dans une campagne, c'est pas le sujet ici, mais on est dans une campagne qui a des contraintes avec des charges qui sont pas toujours les mêmes des deux côtés. Et on a essayé et on essaye de faire au mieux. Mais aujourd'hui, l'enjeu majeur, il est effectivement au niveau des territoires d'arriver à faire travailler tous les acteurs ensemble. Donc vous parliez de coordination ville-hôpital, bon, j'ai cité la permanence des soins, on peut citer le service d'accès aux soins qui est aujourd'hui, qui se développe dans nos territoires et qui est quand même un exemple de bon fonctionnement entre la ville et l'hôpital. Et on essaye d'aller et de favoriser au maximum ce genre de choses. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus caricaturer les enjeux qui sont les nôtres. Aujourd'hui, on a un défi majeur à relever. Il faut le relever en coopération et en collaboration, sinon on n'y arrivera pas. Alors, juste une question. Oui, juste de quel territoire vous parlez ? Je parle de ce qu'on appelle les bassins de vie, hein, le fait d'être au plus près de la population. Donc on a ce qu'on appelle aujourd'hui les déserts médicaux et les zones qui sont aujourd'hui en difficulté du point de vue de l'offre médicale, c'est une réalité. Mais je crois que M. Godot a dit une chose importante tout à l'heure, et je l'entends tous les jours, et là, il y a vraiment une défaillance de l'État. Tout le monde est d'accord qu'il faut territorialiser, qu'il faut passer d'une gestion de l'offre à une gestion de la demande, sauf que vous avez autant de territoires que de secteurs. Vous avez des GHT, vous avez des CPTS, vous avez des territoires de permanence de soins, vous avez des territoires de... Vous voyez, et donc, en fait, pour les acteurs, en fait, je ne sais plus le mot que vous avez employé, mais en fait, on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais il y a plus grave que ça. C'est qu'il n'y a pas un usager qui connaît ce que c'est que la CPTS, ce que c'est que le GHT. Tout ça, c'est pas fait pour eux. C'est fait pour une espèce d'organisation. Bah, faites des sondages, mais et puis d'ailleurs, non, mais c'est pas fait pour eux. C'est fait pour organiser l'offre. Thierry Godot va répondre. Ça fonctionne mieux, et donc à la fin, le bénéfice, il reviendra aux usagers. Alors, l'échelle du territoire est importante. Parce que si on veut que les gens travaillent ensemble, il faut que ce soit ceux qui travaillent ensemble au quotidien. Si on dépasse cette échelle-là, à mon avis, on re-rentre dans la technostructure. Là, et ça va être compliqué. Après, les patients, ils rentrent dans les CPTS, ils participent aux CPTS. Alors, c'est le début. Ce qui est dommage, c'est qu'on commence à connaître les leviers pour améliorer tout ça, et on n'arrive pas à obtenir que ça se fasse. Et c'est là-dessus, à mon avis. C'est trop dépendant de facteurs humains, d'entente des uns et des autres sur les territoires. On se connaît, on se connaît pas, on se méprise parfois. Ça a été comme ça dans les hôpitaux, hein, quand on a fait les GHT. L'hôpital à côté, on voulait pas lui parler. Donc c'est là où il faut trouver des leviers. Il y a un problème, je pense, moi j'en parle souvent, l'Ondam ville-hôpital. Je ne sais pas si ça correspond justement aux objectifs de rénovation du système de santé. Il faut évidemment une enveloppe ville et une enveloppe hôpital, mais je pense qu'il faut plus d'enveloppes mixées pour qu'on ait des objectifs de prévention de santé publique. La prévention, en fait, quand on fait le bilan, en tout cas dans notre territoire, il se fait plein de choses. Mais globalement, rien n'est coordonné. On ne sait pas très bien ce que font les autres. Donc je pense que là, il y a des sujets à travailler ensemble pour être en complémentarité. Et les élus aussi... C'est travailler avec eux dans les territoires parce qu'ils font... je connais bien M. Noël qui ce matin en a parlé, je ne sais pas s'il est encore là. Des fois, on les sollicite pour des aides. Mais justement, il faut que tout ça soit coordonné en fonction de la démographie, que chaque mairie ne fasse pas ça ou chaque CDA dans son coin. Donc, il faut trouver ces leviers, des carottes pour travailler ensemble. Et je pense que c'est important. Il y a un autre sujet, moi, je trouve, qui pour moi est assez facile. Je suis diabétologue. Et qui n'avance pas assez vite dans le contexte actuel, c'est le domaine des IPA.
Moi, à titre personnel, diabétologue, je considère que je travaille avec des IPA depuis longtemps. Il faut mettre le paquet. Je n'ai pas, elles ont le titre depuis pas longtemps, Ouais. mais elles avaient la fonction. Ça transforme l'exercice médical. Ça vous met dans une expertise correspondant plus à votre art, à votre savoir que seul vous savez. Et puis votre file active, en effet, augmente. Ça augmente l'accès aux soins sans obligatoirement consulter plus, puisque beaucoup de consultations sont délocalisées vers l'IPA. Les patients, ils sont enchantés. Et je pense que ça, c'est un modèle qu'il faut diversifier, on n'en forme pas assez. Et ça, les IPA, pour moi, c'est un passage important dans l'évolution des prises en charge. Et ça, on parle beaucoup de l'exercice mixte. Je pense que les IPA aussi peuvent être une façon de faire de l'exercice mixte pour faire du suivi, de la coordination en ville-hôpital. On avance. Allez, Marie de... Juste sur les IPA, en précisant bien les fonctions de chacun et qu'on travaille bien tous en coordination. C'est important à préciser. Alors, moi, je pense qu'on a grillé une étape quand on a voulu leur mettre la primo-prescription. Ça, on a brûlé les étapes. C'est un autre débat, on ne va pas rentrer dans ça, le débat ça a mis technique du des trouble. IPA. Alors, Marie Daudet, après on prend 2-3 questions et vous allez pouvoir tous répondre. Oui, pardon, merci. Je pense qu'il n'y a pas une seule maille territoriale qui soit efficace pour toutes les situations. Et le rayonnement d'un CHU ne peut pas être de la même maillage, du même domaine que le rayonnement du MSP. Bon, il y a des gens qui s'entendent bien dans des coins, même si au milieu il y a une frontière départementale, c'est pas grave. Enfin, ce qui compte, c'est que les professionnels se sentent bien dans les territoires avec lesquels ils interagissent. Dieu merci, je crois qu'ils sont vraiment assez intelligents. Il faut l'être, hein, c'est vrai, parce que quand on voit les territoires des CLS, des CPTS, des départements, des pays, des communautés d'agglo, voilà, nous aussi, parfois on y perd son latin. Et je crois aussi qu'il faut laisser un peu de temps aux acteurs pour s'approprier ces outils, pour leur donner une chance à ces outils et voir si l'outil est efficace ou c'est simplement qu'on ne lui a pas laissé le temps de se déployer. Je précise aussi que, je l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure, mais nous avons des CTS, nous avons la CRSA, nous avons les commissions spécialisées de l'offre de soins, commission spécialisée de la prévention, commission spécialisée de l'autonomie. J'ai vraiment l'impression qu'on est sans arrêt dans des concertations formelles. Je parle de celles-ci qui sont formelles et qui sont même obligatoires, notamment l'AXOS, pour pouvoir délivrer des autorisations. Et je suis frappée de l'écart que je ressens, moi, personnellement, entre les ressources qu'on y consacre et l'impact sur le système de santé, la reconnaissance de ces institutions formelles définies de façon extrêmement précise par le droit, par le Parlement au départ. Hein. On nous explique dans un décret en Conseil d'État combien il y a de sièges, il doit y avoir de sièges dans la CRSA de Guyane, puisque j'étais en Guyane avant, j'étais assez éberluée qu'on passe des heures à discuter ce qu'il faut 2 sièges ou 3 sièges du collège bidule de la CRSA machin qui se réunit à Cayenne à 7000 km. Mais à un moment donné, c'est aussi que le droit, le législateur a décidé qu'il fallait impérativement nous expliquer comment il faut concerter, installer des organes formels, en définir par un décret en Conseil d'État le nombre de sièges X et Y. Moi, à titre personnel, je suis une grande démocrate, mais je crains que ça tue la concertation quand on ne fait que ça. Donc il faut faire ça, mais il faut faire tout le reste et surtout renouveler vraiment les énergies dans ces organes de concertation. Vous parliez de régulation tout à l'heure, c'est exactement ça. Hubert Lehété, d'un mot, on prend pour quelques questions. Oui, donc je reviens sur ce que vous venez de dire. Effectivement, les périmètres sont bien définis. La problématique, c'est les ressources médicales pour assister à CPTS, CLS, etc., etc. Et que, en fait, les unions régionales ont perdu aussi des élus et que on est obligé de prioriser des présences. Et ça, c'est un vrai sujet. L'autre chose, c'est l'attractivité des métiers. C'était une demande du président du CNOM dans sa lettre. Je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même et qu'il faut améliorer le service rendu aux praticiens, à la fois des établissements de santé et du territoire, améliorer leur qualité de vie professionnelle. Si on améliore leur qualité de vie professionnelle en leur facilitant un certain nombre de prises en charge, qu'est-ce qui va se passer? De facto, on va avoir une amélioration de l'attractivité pour le métier. Il y a un problème à l'heure actuelle dont on doit parler, c'est l'attractivité des médecins libéraux pour les CPTS. C'est un sujet. Hein. C'est très variable. Il faut s'y intéresser.
Parce que nous pensons, nous, à la Commission nationale, que les médecins parlent aux médecins et que la valence médicale, l'expertise médicale, elle est très importante. Parce que derrière, on peut y faire de la coordination, on peut y faire de l'interpro, mais on part d'abord d'un diagnostic, d'une thérapeutique et d'une expertise qui est tout à fait particulière. Et ça, il faut absolument l'intégrer dès le départ, parce que c'est du médecin au médecin que vont se faire un certain nombre de délégations de tâches, de coordination. Mais s'il n'y a pas de médecin, moi, ça me pose un vrai sujet. Avec la place centrale du médecin, comme vous aviez évoqué tout à l'heure. Et ça, c'est indispensable qu'il y ait une valence médicale. Frédéric Bizard, deux points. La question du territoire, elle est ultra complexe. Hein, mais il faut vraiment la traiter. Madame Debord a parfaitement raison, en fonction de ce dont on parle, pas forcément le même territoire. Mais quand on dit ça, quand on parle du CHU par exemple, vous voyez qu'on parle du côté de l'offre. Un territoire de santé, c'est un territoire qui doit être connu de tous les usagers et qui doit garantir une offre de services et de produits qui permettent de répondre à l'essentiel de la demande, des besoins de santé. Napoléon, il y a 200 ans, ce n'était pas plus simple d'imaginer les départements. Il a dit il faut que les gens puissent à cheval faire le tour de leur territoire administratif en une journée. C'est un peu ça le raisonnement. C'est un peu ça. Il faut qu'on ait un accès, on sait que c'est 30 minutes maximum pour les urgences, mais donc il y a une réflexion au bout, et en effet, il y a certaines composantes qui ne vont pas être dans un territoire, mais qui seront sur plusieurs territoires. La deuxième chose, où là je suis... il faut comprendre les modèles. Moi, je m'intéresse plutôt aux modèles de santé. C'est que les Français, ils ne cotisent pas aux ARS. Les Français, ils cotisent à l'assurance maladie. D'accord ? Donc, je suis désolé, mais le payeur, ce n'est pas l'État. Le payeur, c'est l'assurance maladie. Donc, d'avoir supprimé quasiment tout rôle d'organisation de ces territoires à l'assurance maladie n'est pas conforme au modèle. Donc, on casse ce système qui se veut démocratique. Il n'y a plus de démocratie sociale et sanitaire, sauf sur un strapontin, parce que quand l'État décide de tout, il n'y a personne d'autre qui décide. Et quand on discute avec les politiques, certains assument ça en disant « mais nous, on est élus pour tout décider ». Dont certains le chose. Bon, mais on voit bien que soit on va au bout de ce modèle étatique, si c'est ce que veulent les Français, mais avec toutes les conséquences que ça a. Traverser la Manche, vous allez voir ce que ça a. Je ne pense pas que ça soit adapté à la culture française. Mais peut-être, à la limite, encore une fois, c'est pas à nous de décider. Vous voyez ? Donc c'est ça l'importance des modèles. Choisissons un modèle de santé adapté à notre société et ça ira beaucoup mieux. On a tout, dans ce pays, il y a tout. Il y a la haute fonction publique qui est formidable, il y a les médecins qui sont formidables, il y a des innovations qu'on n'a jamais eues. Mais alors qu'est-ce qui ne va pas alors ? Eh bien, c'est le système, c'est l'organisation institutionnelle qui bloque. Allez, on prend quelques questions. Monsieur, vous étiez le premier, il y a des mains qui se lèvent. Ce matin, donc, je suis le docteur Blateau, je suis médecin généraliste et élu de la Marne. J'ai monté la maison médicale de garde au CHU de Reims il y a maintenant quelques années. Donc, dans le cadre de l'organisation ville-hôpital, je sais ce que c'est, je sais ce qu'il en est. C'est une maison médicale qu'on a essayé de mettre en place il y a 10 ans. On se prenait des cailloux parce qu'on était des libéraux et qu'on voulait rentrer à l'hôpital. Maintenant, ça va beaucoup mieux. On arrive à communiquer, à discuter. La problématique, et pour répondre au sujet, la problématique, pour moi, pour les acteurs institutionnels, c'est d'être des facilitateurs. Des facilitateurs, et je vais prendre des exemples concrets, les porteurs de projets. On a plein de porteurs de projets sur le territoire. Or, pour monter des projets, il faut prendre du temps personnel sur son activité professionnelle. L'ARS est incapable de financer les porteurs de projets. Par contre, elle peut, en tout cas dans notre région, par contre, sur leur temps de travail, par contre, elle peut financer des boîtes d'études en nous disant, vous pouvez faire venir... C'est comme du RPS, j'en finance plein. Bon. Deuxième sujet qui sont une opposition. Alors, on va le laisser terminer. Je regrette de ne pas être dans le centre Val-de-Loire. Une autre chose, c'est l'effet mortifère des enveloppes budgétaires. On est en train, à l'heure actuelle, pour prendre le sujet très concret, d'essayer de refonder la PDSA qui nous pose un problème dans notre département, puisqu'on a des problèmes de démographie médicale, avec des médecins qui sont épuisés dans certains secteurs, et des secteurs qui deviennent des repoussoirs à l'installation. On essaie de réorganiser ces secteurs de garde en revalorisant un système, en s'appuyant sur des maisons médicales de garde et des médecins volants qui seraient rémunérés un peu plus en permanence de soins pour faire des secteurs plus larges de visites à domicile. Or, on nous parle d'enveloppes budgétaires fermées et on ne peut pas sortir de ces enveloppes budgétaires fermées
et on ne peut pas imputer ces enveloppes budgétaires à d'autres enveloppes budgétaires qui pourraient être économisées sur les transports sanitaires, par exemple, puisqu'un médecin qui se déplacerait dans un EHPAD pour aller voir un patient en souffrance, on n'aurait pas besoin de le transporter vers un centre hospitalier aux urgences. Donc, voilà, ma question, c'est quand est-ce qu'on va réussir à essayer de faciliter le portage les porteurs de projets, et quand est-ce qu'on va essayer de sortir de ces enveloppes budgétaires et de ces réponses purement administratives qui, nous, dans notre quotidien, dans la présentation de projets, nous posent de réels problèmes. Très bien, on va prendre une deuxième question. Madame, devant. Julie Chastan, moi je suis médecin généraliste, j'étais en centre de santé et universitaire à Sorbonne Université. Globalement, toutes les tables rondes là, se rejoignent sur un constat qui est alarmant. Et là où je ne suis pas totalement d'accord avec vous, Monsieur Vizard, c'est que je crois que l'État doit quand même prendre sa part. C'est-à-dire que quand on fait un constat qui est à la fois sur la formation, à la fois sur la question de la recherche, à la fois sur la question de la santé publique, à la fois sur le lien ville-hôpital et sur le mode de rémunération, où il y a un dysfonctionnement aussi important, il va falloir porter un projet. Est-ce que ce projet il doit venir de l'ARS? Est-ce qu'il doit venir de l'assurance maladie? Est-ce que le financeur doit organiser les soins? J'en sais rien. Néanmoins, là, on ne lit rien qui permette aujourd'hui d'avoir de la collaboration en équipe, de la montée en compétence des professionnels de santé, une organisation, un service public avec la FHF et avec un service aussi de proximité publique complémentaire du libéral et qui n'empêche pas le privé, mais qui répondent aux enjeux de domicile, de fin de vie, de prévention et une formation qui aille de pair. Quand on lit tous les besoins qu'on a soulevés ici, je crois qu'il faut un tout petit peu que l'État quand même se saisisse du sujet et travaille le fond. Voilà, c'est... Très bien. Ça fait plusieurs questions. On va en prendre une autre avant une petite salve de réponses. Madame qui est tout au bout, qui avait levé la main depuis très longtemps. Si on peut lui apporter un micro, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous présenter en 2 mots. Merci. Merci. Anne Dedanne, au Conseil en politique de santé. Moi, j'ai une question. Nous avons une direction générale de l'offre de soins. Mais ne manque-t-il pas, pour qu'il y ait une régulation bien faite et après des arbitrages rendus par les pouvoirs publics, une direction générale de la demande de santé? Est-ce que le vrai problème qu'on a, ce n'est pas d'avoir un système qui est sur une seule jambe? Merci. Et Madame devant, voilà. Oui, je voulais donner un exemple. Pour le Vaucluse, pratico-pratique, nous avons un département où certains services d'urgence ferment, comme beaucoup, je pense. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait il y a 2 ans, en partenariat avec les libéraux, où on a demandé si on pouvait avoir une extension de PDS sur des jours spéciaux de fin d'année, sur des secteurs spéciaux, pour venir en aide aux services d'urgence qui étaient fermés, éviter que l'hôpital central du département se retrouve dépassé. Ça a été un grand succès. Et puis l'année d'après, on nous a dit que ce n'était plus possible pour des mesures dérogatoires, ce que je peux comprendre. Mais on n'a pas essayé d'y travailler, de faire évoluer ça. Et je voulais avoir votre avis, puisque ça a été quelque chose qui a été performant. Peut-être qu'effectivement, il fallait faire des dérogations pour que ça soit possible, mais et l'année d'après, l'hôpital central a battu tous les records puisqu'il a été le réceptionnaire de tous les soins. Voilà, je voulais votre avis. Merci. Merci, on va faire quelques réponses et puis on verra s'il y a d'autres personnes. Hubert Noëté, peut-être, pour répondre à Madame Pour juste préciser, juste, on est OK, les institutions travaillent, mais c'est la méthode qui va compter. C'est-à-dire, en fait, c'est la méthode d'approche d'un système qui est éminemment complexe, qui va nécessiter peut-être de changer, de refonder, de changer de méthode. Et c'est ça qui va beaucoup compter, basé sur le respect, bien sûr, de l'ensemble des acteurs. L'autre point, je réponds parce que moi, c'est quelque chose que j'ai évoqué, c'est un excellent projet, félicitations, avec l'Organisation régionale des urgences. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, une discussion avec professeur Pierre Carly, et donc j'ai été étonné de voir que dans l'Organisation régionale des urgences, il n'y avait pas les libéraux, pas toujours les libéraux, ou au moins on ne faisait pas appel aux médecins libéraux. Ça m'a semblé inadéquat parce que les médecins libéraux peuvent s'organiser en lien ville-hôpital, peuvent permettre d'éviter qu'une personne se dégrade, éviter qu'elle arrive aux urgences, faire des entrées directes, on le sait, on le fait dans certaines CPTS en Bretagne, des entrées directes dans les services permettant justement d'avoir des consultations, un accès aux soins, je dirais, priorisés. Et tout ceci, c'est de l'intelligence. Et c'est nécessaire de se connaître. L'interconnaissance va beaucoup compter dans la soutenabilité de ça. Et là, le CNOM, il a un rôle à jouer.
Parce que pour faire rencontrer des salariés, donc des consoeurs et des confrères des établissements de santé qui peuvent être bien travaillant dans l'établissement public et des libéraux, il faut qu'on ait un facilitateur. Il faut qu'on ait quelqu'un qui soit capable de lier des personnes entre les établissements de santé, des confrères et des consoeurs des établissements de santé publics et la ville. Et cette rencontre, c'est de cette rencontre que naîtront ces projets émergents. Et c'est parce qu'ils auront prouvé qu'ils seront soutenus secondairement. Voilà. Monsieur Avrat. Oui, je voulais juste préciser que moi j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Carly et avec Anne, maintenant son successeur. Donc le Conseil de l'Ordre essaye à tout moment, à tout instant d'être ce facilitateur par des réunions, par des rencontres et par du travail. Après, il se heurte à la structure générale qu'on connaît tous et qui pose parfois problème. Mais en tout cas, ce travail, il est fait par les conseils. Juste pour préciser, en fait, le travail il peut être très simple et pas forcément monter tout de suite dans les très grandes hauteurs. En fait, un hôpital de proximité s'est développé comme concept. Des conseillers ordinaux peuvent très bien faire le lien entre les confrères et les consoeurs dans un petit périmètre. Il faut commencer doucement. Rappelez-vous des principes de Donald Berwick. Donald Berwick était fondateur de l'ANS. Il disait « allez vite, faire simple, diffuser rapidement ». Ne pas oublier le sens politique, etc. etc. C'est ça, il faut faire du simple, il faut faire du concret, il faut faire du rapide. Et ça, c'est l'échelle d'un hôpital de proximité et d'un écosystème autour de lui. Oui, je me permets de réagir sur ce point, et nous en avons parlé en préparant cet échange, sur la question des institutions et du rôle des institutions ordinales. Parce que tout de même, nous sommes aujourd'hui un petit peu aussi, forcément on s'intéresse à cette question, on ne s'intéresse pas qu'aux ARS, aux préfectures, aux élus ou je ne sais quoi, on s'intéresse aussi aux institutions représentatives des différentes professions. À ce titre, le CNOM a sollicité le collège des directeurs généraux d'ARS que je représente sur cette question pour souligner l'intérêt qu'il verrait à ce que les présidents de CROM, je vous en ai parlé, Monsieur le Président, rencontrent régulièrement le DG d'ARS de la région concernée. Car le CNOM indique que c'est variable d'une région à l'autre et qu'il pense que c'est une bonne pratique. Donc nous nous sommes réunis entre collège et DG d'ARS pour discuter de cette question et nous en avons tiré quelques éléments, à savoir que quand ça se passe bien et nous en sommes très heureux, mais qu'en vérité c'est par amitié qu'on fait ça parce que rien, pour le coup, dans le droit ne prévoit d'attribution pour un président de CROM en termes de facilitation de l'offre ou de la régulation ou de la coordination d'une offre. Bien sûr, ils peuvent nous aider quand on a un blocage, on passe des coups de fil, etc. Mais c'est avec l'URPS qu'on en discute de la PDSA, c'est pas avec le CROM. Et c'est départemental. Mais je veux dire, l'institution CROM, elle ne joue pas dans le jeu de l'offre de soins. Elle n'a pas de levier que nous pourrions lui demander, s'il vous plaît, de mobiliser. Donc, peut-être que c'est aussi ce type de question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui relève des institutions ordinales dans notre pays et de leurs différents niveaux, à l'exception du niveau national, parce que ça, je pense qu'on voit bien l'édiction du code de déontologie, etc. Mais au niveau régional, quelle part un CROM ou un CROI pour les infirmiers, etc., je ne cible pas la profession médicale, pourrait jouer en tant qu'institution formelle, justement transdisciplinaire, transspécialité et transsecteur pourrait jouer. Et j'ai souligné auprès de vous, en préparant cet échange, l'intérêt que nous portons, nous, collège des DG d'ARS, à, par exemple, c'est pas seulement, mais le code de déontologie des médecins du Québec. Quand on compare le code de déonto des médecins français et le code de déonto des médecins du Québec, ils ne sont pas faits pareil. Bon, c'est intéressant, ça s'explique par l'histoire, tout ça, mais c'est intéressant de voir que le code de déonto des médecins du Québec prévoit explicitement une responsabilité populationnelle. Il dit « Le médecin doit collaborer avec les autres médecins au maintien et à l'amélioration de la disponibilité et de la qualité
des services médicaux auxquels une clientèle ou une population doit avoir accès. Bon, ce n'est pas les mêmes mots que nous, hein, mais c'est-à-dire qu'il est de l'ordre de l'obligation déontologique de chaque médecin, parce que c'est ça un code de déontologie, il est déontologique, ou plutôt il n'est pas déontologique pour un médecin de ne pas collaborer avec ses confrères, parce que là on parle de médecin à médecin, on ne parle pas de médecin avec les institutions, avec le payeur ou avec je ne sais quoi. C'est la profession médicale dans un territoire, elle est en charge de travailler ensemble au maintien et à l'amélioration de la disponibilité et de la qualité des services médicaux auxquels une clientèle ou une population doit avoir accès. Et moi, je crois, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, c'est que les élus s'intéressent énormément au sujet de la santé et de l'organisation des soins, qu'en effet, chaque année ou presque, il y a un projet, une proposition de loi ou un amendement ou 15 amendements ou 20 amendements qui sont rédigés pas par nous, hein, par des élus dont certains formulent même le fait d'être excédés. Ils nous parlent de prise d'otage. Ils utilisent ces mots-là tous les jours. L'impression de subir le chantage à l'installation, de médecins à qui tout est dû. Je cite ce que nous disent les élus qui sont agacés que nous ne soyons pas là à décider, en effet, d'appuyer sur un bouton, car ça n'est ni ce que nous voulons, ni ce que nous pouvons. Je reprécise ce que j'ai dit. Et nous pensons que ça n'est pas efficace a fortiori. Mais ce sont eux qui, à un moment donné, excédés, et nous le disent, que la profession ne parvienne pas à proposer quelque chose, la profession sur un territoire donné, et bien que alors, dans ces cas-là, nous, on va demander aux parlementaires d'imposer des choses. Vous, l'État, vous êtes faible, vous reculez, vous, l'assurance maladie, dès qu'il y a une grève médicale ou je ne sais pas quoi dans les négociations conventionnelles, comme vous n'y arrivez pas, nous, parlementaires, on va décider. Ce n'est pas la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Avec tout le respect que j'ai pour la démocratie dans ce pays, bien sûr, hein, mais ça remplit, quelque part, ça remplit un vide, c'est ce que je voulais dire. Oui. L'exemple québécois est intéressant parce que le mot patient, ils appellent ça clientèle, mais le mot patient est là. Population. Monsieur Bizarre, et peut-être... On n'a pas répondu à la question de monsieur, voilà, qui est quand même essentielle. Parce que quand on teste les modèles, c'est exactement ce que l'on fait, c'est qu'on prend quelques éléments comme ça et on voit si le modèle réagit efficacement, avec de la réactivité, avec de l'efficacité. Et j'entends très souvent ce que dit monsieur, c'est que les porteurs de projets, je rappelle que l'innovation, ça vient du terrain, ça ne vient jamais d'en haut, donc on a une capacité d'innovation dans ce pays qui est formidable, sauf que les gens s'épuisent, tant la bureaucratie est lourde, et non pas qu'elle ne veut pas d'innovation, mais involontairement, en tout cas, le système freine, décourage et va à l'encontre de l'innovation. Ça, c'est un sujet. Donc, je suis désolé, je ne crois pas qu'il faut, d'un revers de main, dire « Ah, mais chez nous, tout va bien ». Non, mais c'est le système, vous voyez, c'est toujours, je reviens. C'est que si on faisait un stress test des ARS 15 ans après, on pourrait le faire sur le truc, on s'apercevrait d'un certain nombre de dysfonctionnements où, au moins, on serait capable... Je ne dis pas que peut-être qu'il faut les conserver, les ARS. Enfin, il y a une marge de progression dans leur façon de fonctionner, notamment pour la diffusion de l'innovation, qui est importante. Sur le rôle de l'État, oui, mais il faut accepter les dysfonctionnements sans les repousser d'un revers de main. Sur l'État, sur la chose, vous avez parfaitement raison de dire que dans ce nouveau modèle, l'État, il doit être fort. Mais il doit être fort pour faire quoi? Il doit être fort... Moi, je vais vous dire ce que je pense, c'est que je pense qu'il faut une loi d'orientation et de programmation sanitaire à 5 ans qui soit votée en début de quinquennat de façon à ce qu'on en fasse un sujet politique. Toi, tu veux être président de la République, tu sais quoi ton projet pour la santé? Parce que tu vas devoir faire voter une loi d'orientation et de programmation sanitaire. Donc, voilà. Alors, Bercy dit, probablement avec raison, non, on a suffisamment de lois d'orientation et de programmation sanitaire parce que ça a l'inconvénient de figer les dépenses publiques trop. On en a un peu partout maintenant. Il y a eu de la défense, de choses maintenant dans l'écologie. Pourquoi pas? Mais l'esprit doit rester là. C'est-à-dire qu'il faut, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, une feuille de route de long terme qui donne à tous les acteurs une vision de long terme avec un financement de long terme qui est revu chaque année. Très bien. Mais cette loi de financement de sécurité sociale, ce n'est pas le bon outil.
On ne peut aller que dans le mur avec cette approche court-termiste et comptable. Vous voyez, ça, c'est pas... Oui, mais on le dit tout le temps, mais ça, c'est quand même un vrai problème institutionnel. C'est que ce n'est pas un bon outil pour gérer la santé. Donc, bien sûr qu'il faut un État fort, mais attention, mais par contre, je pense qu'il faut que l'État délègue. Il délègue au terrain. Il fout la paix, comme disait Pompidou, dont on fête les 50 ans. Foutez la paix au territoire, ça ira mieux. Oui, mais je le disais. C'est réadapté. Voilà. Marie Daudet, Monsieur Godot, des questions, la salle. Non, c'était juste peut-être pour répondre effectivement à monsieur, parce que moi je suis allée en visite au CHU de Reims et j'ai vu la maison médicale de garde d'ailleurs et je trouvais qu'elle fonctionnait très bien et que c'était que pour le coup c'était vraiment un dispositif qui a montré son utilité. Je sais... les ARS, l'État, bon d'abord les ARS c'est l'État, mais l'État finance beaucoup l'innovation. Alors il y a peut-être effectivement, c'est peut-être encore un problème avec le mandarinat technocrate ou bureaucrate, je ne sais pas comment, voilà. Mais objectivement, il y a des crédits qui sont mis. Vous savez tout ce qu'on appelle les expérimentations, article 51 quand même, il y a plus d'une centaine d'expérimentations qui sont prolongées. Certaines fonctionnent pas, mais on a vu émerger des modèles et des choses vraiment formidable. Sur ce que vous disiez, monsieur, sur l'accompagnement des porteurs de projets, c'est pareil, hein, ça dépend des territoires, ça dépend des ARS, effectivement. Il y a un outil aussi qui s'appelle le FIR, qui permet effectivement aux ARS de disposer de fonds fongibles et d'en faire ce qu'elles veulent. Ça fait justement partie des crédits qu'on essaye de moins en moins flécher, de flécher le moins possible, pour que justement elles aient l'intelligence du territoire et des innovations. Donc ça, c'est pareil, il y a des endroits sans doute où ça fonctionne mieux que d'autres, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que l'État est un empêcheur d'innovation, un empêcheur d'expérimenter. Aujourd'hui, il met les moyens sur la table, et quant aux enveloppes fermées et aux enveloppes budgétaires, ça c'est une réalité. Et vu le contexte que vous connaissez tous, je ne suis pas sûre pour le coup qu'on ait une grande marge de manœuvre là-dessus. Thierry Godot. Oui, juste par rapport aux ARS et le vécu souvent sur le terrain, les ARS sont souvent vécus comme une machine administrative de contrôle permanent, pas obligatoirement dans la stratégie, du moins peu dans la stratégie par rapport au contrôle, c'est-à-dire quand on parle de simplification administrative, on n'y arrive pas. Le temps utilisé dans nos établissements pour nous demander de vérifier ce qu'on a fait est énorme, pour une rentabilité qui reste d'ailleurs totalement à démontrer, à part quand il s'agit de crédits très, très fléchés. Et ça, il y a un sujet. Un autre exemple, c'est la qualité des soins. On a l'HAS, on a les CACES, etc., etc. Donc là, il y a un vrai sujet, je pense, de recentrage. Des ARS aussi, peut-être sur la régulation et la stratégie, parce qu'il y a un autre enjeu, en tout cas dans le domaine hospitalier, c'est que vu la démographie médicale, il n'est pas tout à fait certain qu'on puisse... D'ailleurs, ça se fait naturellement, et malheureusement, comme ça se fait dans la crise, ça se fait mal, c'est l'offre de soins sur les territoires. La gradation des soins, le maillage territorial des hôpitaux, on ne peut plus laisser tout en l'état partout. À laisser tout partout, tout va mal. Donc après, il faut réinventer aussi les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer, il faut réadapter. D'ailleurs, par rapport au sujet ce matin qui a été évoqué sur la formation, et un sujet que j'évoque souvent, nous, on trouve dans les hôpitaux donc non CHU que la formation, et on a besoin de ces médecins, elle est très spécialisée, parfois trop spécialisée, mais bon, et de moins en moins polyvalente. Et on a de moins en moins de médecins en capacité de prendre le patient hospitalisé, parce que le malade de spécialité, c'est souvent de l'ambulatoire ou de l'hospitalisation courte, et le patient qui reste 10 jours à l'hôpital, c'est le patient polypathologique. Et là, on a des besoins de ce qu'on appelle la médecine polyvalente, hein, qui est de la médecine, entre guillemets, générale hospitalière, un peu plus complexe, pas tout à fait le même exercice. Mais ça, si on ne résout pas ça, il y a des hôpitaux qui vont fermer aussi, parce que les jeunes, ils veulent exercer leur art, ils veulent exercer ce qu'ils ont appris. Et si on les met dans un service où il y a 15 lits de spécialité et 15 lits de polyvalents, ils ne viennent pas. Voilà. Et je pense qu'en termes d'attractivité, je crois qu'il ne faut pas faire un plan ville et un plan hôpital. Je pense que les problématiques sont pour l'essentiel les mêmes. D'ailleurs, l'ordre, je crois que on avait appelé ça la grande consultation, je crois en 2016. Globalement, le mal-être est le même partout, donc il y a un vrai sujet.
c'est un ensemble. Il y a un sujet à l'hôpital qu'on ne peut pas éluder, Marie Daudet en a parlé, c'est la permanence des soins. Si l'hôpital est le seul à faire la permanence des soins, il y a des endroits où ça va s'écrouler. Les jeunes, ils ne veulent pas plus travailler la nuit à l'hôpital, du moins, ils ne veulent pas travailler souvent. Voilà. Je voulais juste parler de quelqu'un qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est le patient quand même. Oui, quand même. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas si c'est dans les acteurs institutionnels, mais quand même, là aussi, il a un rôle très important. Ce que je voulais évoquer, c'est que oui, il faut de plus en plus les intégrer. Alors dans nos établissements, on le fait, on développe, mais j'ai envie de dire, autant la réflexion au niveau national des patients, et je dirais de haut niveau, autant il y a un travail à faire là de formation des patients, parce que le feeling, le bon sens, des fois, a un petit peu de limite. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de formation et d'avoir des associations de patients, je dirais, un peu plus généralistes que hyper spécialisées. Ça, c'est l'un des problèmes du CTS, c'est qu'on a souvent des associations qui sont véritablement des niches, et ça n'aide pas à l'appropriation du débat. J'entends bien. Marie Daudet, je sais que vous avez un déplacement et que vous êtes contrainte par le temps. Nous-mêmes, on doit enchaîner sur un deuxième débat. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient poser des questions. Ce que je vous propose, c'est de garder vos questions pour le temps suivant. On va arrêter ce temps-ci, on va faire 10 minutes de pause, et puis on va reprendre pour notre dernier débat. On aura un petit peu plus de temps et vous pouvez garder vos questions pour la suite. Merci en tout cas à nos orateurs.